Nous sommes en Europe au 7e siècle. Plus à l'est se trouve la mer Noire, et c'est autour d'elle que notre histoire se déroule. Berceau d'un empire mystérieux et assez peu documenté, laissez-moi vous présenter comment la Bulgarie s'est imposée en Europe. Tout commence vers les années 630 avec un territoire habité par un peuple encore jamais vu auparavant. Il s'agit de la Grande Bulgarie avec comme capitale Phanagoria. Dirigé par un khan dénommé Kubrat, il a le prestige d'avoir rassemblé les peuples bulgares au nord de la mer Noire et d'avoir obtenu leur indépendance face aux Avars. En effet, le dirigeant est un khan, le même titre utilisé par les Mongols et par les nombreuses tribus nomades turco-mongoles. Malgré le manque de documentation sur ce sujet, les Bulgares auraient tout d'abord été des nomades au centre de l'Asie, mais nous en reparlerons plus tard. Bref, si tout s'est passé pour le mieux pour ce peuple, l'invasion des Khazars, une horde ayant la particularité d'adopter la foi juive au 8e siècle, sera mortelle pour la Grande Bulgarie dans les années 665. L'alliance avec l'Empire byzantin n'a pas été assez pour contrer l'attaque et le nouveau territoire tombe face aux forces du clan Dachina. Car oui, l'Empire byzantin, qui a une politique offensive envers les peuples nomades aux frontières de leur territoire, a montré son envie d'établir une nouvelle alliance avec les Khazars après avoir reconnu leur force grâce à leur expansion. Entre autres, l'Empire retourne sa veste pour se créer un allié de plus grande taille. Finalement, la Grande Bulgarie étant au seuil de la mort, Kubrat appelle ses 5 fils, Alsek, Kuber, Asparuh, Kotrag et Badbayan. Avant de mourir, peu après l'invasion khazare, le khan dit à ses fils de recréer ce qu'il a fait, redonner la gloire aux Bulgares. C'est alors que commence une grande période de migration. Kuber ira au nord de la Macédoine, Alsek ira dans la péninsule italienne, Kotrag ira au long de la rivière de la Volga et Asparuh s'installera à l'ouest de la mer Noire, lieu de la Bulgarie actuelle. Badbayan portera le flambeau de son père et restera tributaire des Khazars. C'était la fin de l'histoire de la Bulgarie, son peuple étant décimé et dissipé partout et n'importe où. Après cette énorme migration, il était clair que c'était la fin de la Bulgarie de Kubrat. Et c'était le cas, même que l'empereur Constantin Pogonade, qui voit la migration bulgare comme un danger pour son empire, lance une expédition militaire en 680 pour empêcher les Bulgares de s'installer à sa frontière. Cependant, les soldats tombent nez à nez sur Asparuh, dans la région delta du Danube. Il n'a pas oublié la trahison qu'a subie son peuple, et c'est dans la bataille d'Ongale qu'Asparuh sera vainqueur face aux Byzantins. Un traité sera signé, humiliant brutalement l'Empire. Il est contraint de reconnaître le nouvel État bulgare fondé et doit payer un tribut annuel à son nouveau rival. C'est alors qu'Asparuh crée l'Empire bulgare en 681 et Pliska devient sa capitale. La défaite byzantine permet au khan de consolider son pouvoir autour de son empire et incorpore au sein de l'empire les tribus slaves des Balkans. Jusqu'à maintenant, Asparuh était totalement libre de faire ce qu'il voulait de la péninsule balkanique, jusqu'en 685, car l'empereur Justinien II prend le pouvoir de l'Empire byzantin. Ce dernier en veut aux Bulgares d'avoir vaincu une entité aussi puissante que son empire et lance une campagne militaire en 689. Il se rend à Pliska. Le combat s'est encore une fois terminé en victoire bulgare. Asparuh ira faire des raids au sud des Balkans pour encore plus affaiblir l'Empire romain d'Orient après cette bataille. Mais dans l'ombre, une nouvelle menace pour la Bulgarie grandit et se manifeste enfin vers la fin du règne d'Asparuh. Son ancien rival, la Khazarie, est à ses portes et veut toujours s'étendre sur le territoire bulgare. C'est lors d'un affrontement entre ces deux rivaux qu'Asparuh mourra au combat vers les années 701. Cependant, certaines sources réfutent cette idée en disant que le khan ne serait pas mort au combat. Malheureusement, j'ai pas trouvé le fin mot sur son décès. Ce sera donc au tour du fils d'Asparuh, Tervel, de continuer ce que son père a fait. Il continue à consolider l'Empire en faisant plusieurs alliances avec les Slaves locales, mais un événement assez lunaire va arriver chez Tervel. Justinien II se fait renverser de son trône et est en exil. Il demande à son ennemi bulgare de lui offrir son aide en échange d'une récompense. Le khan accepte et Justinien reprend son trône à Constantinople.
En récompense, il offre à Tervel la région de Zagor, ainsi que le titre de César, ce qui est un titre dont jamais personne de non-romain a pu obtenir auparavant. Ce titre donnera donc au Khan sa place parmi la hiérarchie byzantine. On dirait que le petit froid entre l'Empire byzantin et celui des Bulgares est vite oublié. Mais pas tout à fait. En 705, Justinien tente de récupérer Zagor et lance une attaque. Tervel écrasera la force byzantine dans la bataille d'Ankylos, ce qui renforce encore plus l'autorité bulgare dans les Balkans. Finalement, lorsque Justinien perd pour la deuxième fois son trône, Tervel l'ignore et continue à se créer des défenses contre les Khazars et les Byzantins. Mais une bataille importante arrive lorsqu'un nouvel empire se rapproche de ses frontières. Les Omeyyades sont en pleine expansion dans l'Empire byzantin et Tervel décide d'intervenir, pas comme ennemi des Romains, mais comme allié. Le Khan joue un rôle crucial dans le siège arabe de Constantinople, notamment en coupant leur ravitaillement. La bataille de 717 se termine avec la victoire des Byzantins et l'empereur Léon III l'Isorien continue de maintenir de bonnes relations avec Tervel grâce à cette aide. Tervel mourra vers l'année 719, mais laisse derrière lui un empire fort, consolidé, respecté et craint par ses voisins. Malheureusement, son héritier sera suivi d'une instabilité politique dans l'empire. On ne connaît pas grand-chose sur Cormesei. À vrai dire, on ne sait même pas s'il est le fils, le neveu ou le cousin de Tervel. Seulement, il semble avoir continué de nouer de bonnes relations avec l'Empire byzantin, et il est probable que cette instabilité est causée par des troubles internes au sein de la Bulgarie, comme des luttes de pouvoir entre les différentes factions bulgares. Bref, après Cormesei arrive Sévar, en 738, et c'est la même chose pour son cas. Peu est connu sur lui. S'il est possible d'être certain sur une chose, c'est qu'il a été le dernier de la dynastie Djoulou, celle qui a commencé jusqu'à Kubrat. C'est un symbole fort aujourd'hui en Bulgarie, et cette dynastie a été un véritable pilier pour la création de l'Empire. Après Sévar, vers les années 754, personne semble être en mesure de sauver l'Empire face à ces révoltes, et la Bulgarie entre dans un silence durant quelques années. Alors que tout semblait être fini et que l'espoir de fonder un empire solide s'effondre petit à petit, un homme prend le pouvoir et devient Khan de la Bulgarie. Il s'agit de Krum. Dès son arrivée vers l'année 803, il reconnaît la faiblesse de ses voisins au nord face à Charlemagne, les Avars. Il termine ce que l'empereur français a commencé en annexant ce qu'il reste des Avars. Cette conquête renforce non seulement son pouvoir, mais l'empire. Le contrôle des routes commerciales stratégiques rebâtit ce qui a été perdu après Tervel. En 807, quelques mois après la conquête du Khaganat Avar, l'empereur byzantin Nicéphore Ier charge l'empire de Krum, mais les mutineries au sein de son armée l'empêchent de conclure quoi que ce soit. Cependant, la riposte de Krum en 809 l'est. Il prend la forteresse de Serdica et massacre la garnison romaine qui s'y trouve. Serdica est d'ailleurs aujourd'hui Sofia, la capitale actuelle de la Bulgarie. Nicéphore ne se laissera pas battre aussi facilement et réattaque Krum en 811. Cette fois-ci, il arrive à Pliska et saccage la capitale. Il pille et incendie la ville. À ce moment, le Khan propose la paix, mais l'empereur refuse catégoriquement et continue son avancée en Bulgarie. Finalement, une embuscade atteint l'empereur le 26 juillet dans les gorges de Verbitsa. L'armée byzantine se fait démanteler complètement et Nicéphore mourra avec elle. Les Bulgares ont pris son crâne, ont coupé le dessus pour en faire une coupe à boire et l'ont offert à Krum. Le message est brutal. Seulement quelques mois plus tard, Krum prend l'avantage sur Byzance et attaque Mesembria. Le siège est un succès et en 812, la ville est sous occupation bulgare. Il continue son avancée et tombe sur l'empereur Michel Ier Rangabé et écrase son armée durant la bataille de Versinikia. Krum s'enfonce encore plus au sein de l'Empire et le voilà aux portes de Constantinople. Il commence les préparatifs afin d'assiéger la Sainte Ville. Mais nous savons tous que Constantinople est imprenable. La ville est fortifiée au maximum et personne dans l'histoire n'a réussi à assiéger avec succès la ville. 814 signe la fin du grand Krum. Il mourra d'un AVC avant même de pouvoir mener son assaut final sur Constantinople. Ce sera au tour d'Omurtag, le fils de Krum, de prendre le trône et d'en finir avec la menace byzantine. Sauf que, pas vraiment.
En fait, lors de la défaite de Michel Ier face à Krum, il se fait renverser et Léon V, l'Arménien, riposte contre le Khan immédiatement après sa montée au trône. Son offensive est un succès et les deux nations ont signé un traité de paix de 30 ans. À quelque part, Omurtag avait réellement fini avec la menace byzantine. Durant cette paix, Omurtag construit des forteresses et des palais non seulement à Pliska, mais aussi dans d'autres villes qu'il considère stratégiques. Il renforce l'autorité centrale avec un système de gouvernement provincial. Il instaure également un recensement militaire. Omurtag continuera de bâtir durant tout son règne, ce qui lui valut le titre du bâtisseur. Omurtag le bâtisseur. En plus de ces années de paix, en 821, une révolte éclate au sein de l'Empire byzantin car Michel II vient d'assassiner Léon V pour prendre sa place. Omurtag décide d'aider les Romains et envoie une bonne armée pour arrêter cette guerre civile. La faction rebelle est écrasée avec succès, et cette aide non attendue renforce encore plus les relations entre les deux voisins. Le Khan cherchait vraiment à ne pas devoir se soucier des Byzantins, car il sait que c'est une bataille dont il n'est pas prêt de gagner. Cela rendrait son empire instable, et jusqu'à maintenant, il a fait un excellent travail pour éviter cela. Surtout qu'Omurtag a maintenant ses yeux à l'ouest, les Francs. Il veut imposer le contrôle bulgare auprès des Slaves rapidement en Pannonie, car ces tribus cherchent l'appui des Carolingiens pour éviter cette conquête. Il lance un ultimatum aux Francs et démarre sa campagne militaire. Il arrive à gagner des batailles mineures, mais il arrive quand même à gagner cette guerre. Les rébellions slaves sont réprimandées violemment, et Omurtag arrive à imposer son pouvoir sur ces terres. Après cette guerre, les Francs n'ayant aucune légitimité dans les terres qu'Omurtag et Krum ont récupérées, laissent ce problème à côté et s'occupent des siens. Durant ce temps, Omurtag continue toujours sa grande construction et inaugure des routes et des ponts stratégiques. Le Khan mourra quelques années plus tard, en 831. Il serait mort lors d'une campagne militaire contre des tribus slaves, mais encore une fois, rien n'est vraiment sûr. Le flambeau est redonné à son fils, Malamir. Son règne sera court, mais tout de même très important. Dès qu'il monte au trône, il continue les réformes de son père et maintient son empire fort et centralisé. Une menace voisine va se manifester en 832. Et croyez-le ou non, c'est encore les Byzantins, mais n'y avait-il pas un traité signé qui garantissait la paix pour 30 ans? Ce traité sera violé par l'empereur Théophile après seulement 17 ans. Malamir ne se laissera pas intimider une seule seconde et lança une offensive en territoire byzantin, dans la région de Thrace. Il arrive à prendre plusieurs forteresses stratégiques et Théophile est rapidement contraint de demander la paix. Le territoire bulgare s'agrandit mais les tensions entre les deux empires sont à nouveau au plus haut. Malamir mourra jeune en 836, peut-être assassiné. Son neveu Prétian I lui succède et se lancera dans une campagne militaire qui semble infinie. Il en a assez des Byzantins et veut tout faire pour les détruire. Il démarre son règne avec une bonne nouvelle. En Macédoine, une révolte a lieu contre Byzance. Prétian ne fera pas la même erreur que ses prédécesseurs et en profite pour mener une attaque contre l'Empire. Il arrive à intégrer le territoire à son empire et Théophile échoue à reprendre le contrôle face aux Bulgares. Il tourne son attention à l'ouest, où les tribus slaves majoritairement serbes s'y trouvent en 839. Il lance une campagne militaire mais les Serbes se sont très bien défendus et Prétian n'arrive pas à les annexer en entier. La mort de Théophile offre une grande opportunité pour le Khan. L'Empire est fébrile face à la régence de Michel III. Sans les Byzantins, Prétian expand encore plus son territoire en intégrant moult tribus et prend ce temps pour consolider solidement son pouvoir. Il stabilise le pays et la Bulgarie devient un territoire où les Slaves et Byzantins coexistent sous un puissant pouvoir. Il mourra en 652 et laisse sa place à Boris I, le réformateur. Après la mort de son père, Boris Ier cherche à établir de bonnes relations avec les Byzantins, les Slaves et les Francs. Il envoie notamment des ambassades à la cour de Louis le Germanique et à celle de l'Empire byzantin pour tenter de négocier des alliances diplomatiques. Finalement, voyant que Louis n'est pas intéressé, il s'allie avec Mojmir II de Moravie, l'ennemi des Francs occidentaux. Malheureusement pour Boris, en 853 il subira une défaite contre ses ennemis français. Ensuite, vers 855, le Khan tente de venger la défaite de son père en Serbie, mais encore là, Boris subit une défaite retentissante. Pour l'instant, Boris fait preuve de faiblesse. Toutes ses tentatives de mener la Bulgarie vers la gloire échouent et il n'arrive pas à conclure une alliance formelle avec les Byzantins. D'ailleurs, c'est en 856 que l'empereur Michel III reprend Philippopolis aux Bulgares.
une ville stratégique et importante autant culturellement qu'historiquement. Cependant, Boris arrive finalement à sécuriser une alliance avec Louis le Germanique en 862, mais les Byzantins, qui voient ce rapprochement avec l'Occident comme menaçant pour leur royaume, lancent une nouvelle campagne militaire. L'hiver raide n'a pas favorisé les deux camps, mais la Bulgarie échoue quand même sa défense. Boris demande la paix. À ce moment, la grande influence de Byzance met sous pression l'Empire bulgare, et pour la toute première fois de l'histoire de la Bulgarie, un Khan accepte le baptême chrétien. Boris devient chrétien comme ses voisins, et la Bulgarie devient alors chrétienne comme religion d'État en 865. Des révoltes païennes se lèvent, mais Boris les réprime, ce qui aide à consolider un petit peu son autorité. La foi des Bulgares n'a jamais été clairement identifiée. Ils étaient certainement chamanistes, mais nous ne savons pas réellement si le tangrisme était leur foi dominante. Mais bref, le roi Boris cherche avant toute chose une manière de se séparer tranquillement de l'emprise byzantine, et donc créer l'église autonome et indépendante bulgare l'année suivante. Il envoie des ambassadeurs auprès du pape Nicolas Ier à Rome, mais la Bulgarie sera tout de même placée sous l'autorité du patriarcat de Constantinople en 870. Il garde tout de même une emprise autonome minimale sur son église. En 885, la Bulgarie inaugure l'alphabet cyrillique et l'adopte en même temps. Le règne de Boris sera notable pour sa construction de plusieurs écoles et monastères, mais en 889 il abdique de son trône et part se retirer dans un monastère. Son fils, Vladimir Razat, prend le dessus, mais il tente de restaurer la foi païenne au sein de l'Empire. Boris reprend le pouvoir et punit son fils en l'aveuglant. Simon I, son deuxième fils, prendra le relais en 893. Siméon Ier commence son règne en force, en faisant de Preslav la nouvelle capitale bulgare et en imposant le cyrillique comme alphabet officiel de l'Empire. Il fait de la Bulgarie un véritable centre intellectuel et religieux majeur. Cependant, les troupes commencent en 894 avec une nouvelle taxe marchande à Constantinople. Siméon est en colère après les Romains et lance une attaque contre l'empire de Léon VI. Étant allié aux Magyars, Siméon envoie tout de suite une contre-attaque au nord et retourne écraser les Byzantins dans la bataille de Bulgarophigon. L'Empire d'Orient est sonné et doit un tribut annuel à la Bulgarie. Les années passent et en 904, les tensions entre les deux empires sont au plus haut, et l'Empire byzantin cède plusieurs villes aux Bulgares après des affrontements militaires qui font honneur à Siméon. Une énorme opportunité arrive en 913, avec la mort d'Alexandre. Constantinople est en pleine crise et Siméon ne laissera pas ça lui passer sous le nez. Il charge et prépare son grand siège de Constantinople en la mémoire du grand Krum. Il exige et demande avec force le titre d'empereur Basilus des Bulgares. Pendant son avance vers la Sainte Ville, le patriarche de Constantinople envoie plusieurs lettres à Siméon pour le décourager de s'attaquer à la ville, mais il ignore ses demandes et continue. Siméon était déjà prêt pour partir en guerre, notamment car le successeur de Léon VI, Alexandre, refusait de payer son tribut annuel. Il est aux portes de Constantinople, la ville est dans l'anarchie et il a l'avantage. Malheureusement pour lui, Constantinople se reprend et le patriarche arrive à négocier une paix temporaire avec Siméon. Il retourne à Preslav. Pour l'instant, les Romains ont pu s'en sortir. 917 arrive et Byzance prépare son coup de maître. Il s'allie aux Serbes ainsi qu'aux Magyars pour stopper la Bulgarie une bonne fois pour toutes. Mais Siméon connaît ses ennemis et part sur une offensive digne de son nom. Il part à la rencontre de l'armée byzantine pour la bataille d'Achélos, une des plus grandes batailles du monde médiéval. Siméon rassemble une armée de 40 000 hommes, alors que les Byzantins sont 62 000. Ce n'est même pas serré, les Romains perdent cette bataille. Entre 30 000 et 60 000 Byzantins ont été tués durant cette bataille. Les chiffres pour la Bulgarie sont inconnus, mais sont faibles. Après cette victoire, Siméon se proclame empereur des Bulgares et des Romains. Il tente une seconde fois de prendre Constantinople en 918, mais les navires byzantins arrivent à bloquer l'accès au nouveau tsar. 924 arrive, Siméon envahit la Serbie au complet et consolide son pouvoir sur ses terres. Finalement, le seul qui a pu réellement arrêter Siméon Ier est Tomislav, roi de Croatie. Durant l'attaque du Tsar en 926, la défense croate était simplement supérieure et les Bulgares doivent faire demi-tour. Rendu à Preslav, Siméon Ier meurt, mais laisse un empire s'étalant sur presque tous les Balkans. Pierre I succède son père au trône après sa mort.
Pierre Ier arrive sur le trône avec des convictions assez différentes de celles de son père. Il se montre plus enclin à nouer des alliances et des amitiés avec ses voisins et cherche à stabiliser le pays. Il commence par envoyer des ambassadeurs à l'Empire byzantin et en 927, un traité exceptionnel de paix est signé avec l'empereur romain Ier Lacapène. Désormais, l'Empire reconnaît Pierre comme tsar légitime des Bulgares. Il épouse Maria Lacapène, fille de l'empereur byzantin, et cette paix arrive à durer 40 ans. Malheureusement, tout ne se passa pas comme prévu pour Pierre. Durant une période de 10 ans, de 930 à 940, les Hongrois raident sans cesse les terres bulgares et Pierre est contraint de leur payer un tribut annuel. De plus, une nouvelle puissance ressurgit en 943. C'est Igor, prince des Russes de Kiev, qui attaque l'Empire byzantin en passant par la Bulgarie. Pierre tente de calmer le jeu avec le prince, mais sa passivité lui fera payer le prix fort, surtout lorsque son autorité devient contestée par le clergé et les nobles bulgares. Ensuite, l'Empire byzantin refuse de payer le tribut annuel aux Bulgares en 950, le tribut promis au traité de paix signé en 927. On dirait que rien n'a changé et que la paix est encore menacée par les Byzantins et maintenant les Russes de Kiev. En 966, Nicéphore II tente d'inciter Sviatoslav Ier d'envahir la Bulgarie et ça va porter ses fruits. Sviatoslav arrive en 968 et envahit Dobroudja, en infligeant de lourds dégâts aux soldats bulgares. Pierre Ier abdique face à cet événement. Il est malade et passera le reste de sa vie en tant que moine. Boris II entre au pouvoir en 969, mais c'est déjà la fin. L'avancée des Russes de Kiev est inarrêtable et Byzance en profite bien en annexant Preslav. Boris est prisonnier des Romains et est forcé à abdiquer, signant la fin de l'Empire bulgare en 971. Sauf que pas tout à fait. Samuel, faisant partie de la fratrie Kométopouloi, prend le contrôle de l'ouest bulgare et lance sa guerre de reconquête face aux Byzantins. Ohrid devient la nouvelle capitale et Samuel devient tsar en 997. Tout en poursuivant sa guerre contre l'Empire, il étend son influence en Serbie, en Macédoine, en Albanie. L'apogée de la Bulgarie de Samuel rivalise avec Byzance et il n'est pas prêt de s'arrêter, jusqu'à l'arrivée de Basile II, empereur byzantin. Il lance une offensive contre Samuel en 1014 et terrasse son armée. Environ 15 000 sont capturés durant la bataille de Clédion et Basile II les fait aveugler. Il ne laisse qu'un homme sur 100 avec un œil fonctionnel pour guider les autres. Samuel mourra d'une crise cardiaque en voyant ses soldats se faire mutiler de cette manière. Basile II sera surnommé plus tard le tueur de Bulgares pour ses actions et terminera le reste en tuant Ivan Vladislav en 1018. La résistance s'effondre finalement en 1018, après que l'Empire byzantin en a enfin fini avec les Bulgares. Durant plus d'un siècle, c'était la fin. Les Bulgares seront vassaux à l'Empire byzantin et rien ne semble pouvoir changer cette situation. C'était la fin de la dynastie de Krum. Nous sommes en 1185 et deux hommes vont changer la face de l'Empire byzantin. Ivan Hassen Ier et Pierre IV mènent une révolte contre les Romains et préparez-vous car à partir de maintenant ça va aller assez vite. Après quelques batailles, les deux frères arrivent à chasser les Byzantins de Tarnovo. Cette ville devient la capitale du deuxième empire bulgare. La révolte persiste et Byzance est dans l'obligation de reconnaître le nouvel État et l'accorde son indépendance. Ce qui a surtout aidé les frères dans cette révolte, c'est le support non seulement des Bulgares, mais aussi de l'église orthodoxe, les Valaches et les cavaliers Kouman au nord du Danube. Pierre IV devient tsar et son frère Ivan avance dans les territoires byzantins et gagne du terrain en étendant l'empire. La Bulgarie était déjà une puissante montante des Balkans, notamment grâce à la bataille du col de Triavna, bataille qui consolide une fois de plus cette indépendance. Finalement, Ivan se fait assassiner tout comme son frère en 1196 et en 1197. Un troisième frère ressurgit et Kaloyan devient le nouveau tsar. Il débute par réprimander les rébellions des boyards et s'allie avec les Kouman. L'Empire byzantin est frappé par des conflits internes et Kaloyan frappe fort à ce moment. Il s'empare de Varna en 1201 et Byzance demande la paix une année plus tard. La Hongrie voit bien ce qui se passe dans les Balkans et attaque la Bulgarie pour occuper Belgrade. Sauf que Kaloyan contre-attaque et reprend son territoire en 1203.
Mais il sait qu'il ne peut pas continuer à agir seul, avec seulement les Cumans comme alliés, et cherche un autre soutien. Il s'adresse au pape Innocent III. Le pape reconnaît Kaloyan comme roi des Bulgares et des Valaques, mais lui demande une conversion religieuse catholique contre son aide. Cependant, les croisés de la 4e croisade arrivent à Constantinople et fondent l'Empire latin d'Orient. Le tsar se retourne contre les latins car selon lui, ils posent une réelle menace pour son empire. 1205 arrive et Kaloyan inflige une défaite retentissante aux croisés à la bataille d'Andrinople. Il exécute l'empereur latin de Constantinople, Baudouin Ier, et se surnomme, pour opposer Basile II, tueur de Romains. Kaloyan ravage la Thrace et continue son épopée dans l'Empire latin. Malheureusement, il sera assassiné durant le siège de Thessalonique. Ce sera au tour d'Assène II, le fils de Kaloyan, de prendre le contrôle. Mais non. Son neveu, Boril II, met Assen en exil et prend le pouvoir. Le fils de Kaloyan ira dans les territoires russes. Boril II continue ce que son prédécesseur a fait en s'attaquant à Philippopolis, mais subit une lourde défaite. Son prestige baisse encore plus lorsqu'il veut s'allier avec le roi hongrois Andrew II en échange de Belgrade et Braničevo. Heureusement, après 10 ans d'exil, Ivan Asen II revient et il a apporté une armée russo-coumane. Il est prêt à reprendre son trône. Boril se cache à Tarnovo mais la ville tombe aux mains d'Asen. Il se fait aveugler et restera un captif jusqu'à la fin de sa vie. Directement lorsqu'Asen est au pouvoir, il consolide l'État en coupant les factions rebelles de l'Empire. Il obtient des alliances puissantes avec les Russes et les Cumans et continue à pacifier les régions révoltées. D'ailleurs, il crée le Congrès des Boyards pour renforcer son autorité en même temps de mettre un terme à l'agitation. 3 ans après son couronnement, il repousse une nouvelle fois l'Empire latin en Thrace et continue à mener sa campagne au-delà de ses terres. Tout comme son père, il profite des conflits internes dans l'Empire byzantin pour l'attaquer. Il crée une véritable ligue anti-byzantin en se rapprochant des Serbes et autres royaumes chrétiens slaves autour de lui. Une coalition prend forme en 1225 avec la Serbie et désormais cette alliance exerce une énorme pression sur les frontières romaines. 5 ans plus tard, Asen remporte la bataille Klokonitsa contre Thessalonique en 1230 et contrôle désormais toute la Macédoine ainsi que la Thrace. Le tsar consacrera les prochaines années à faire de l'administration interne et arrive à consolider largement son pouvoir à l'aide de réformes et de tolérance religieuse envers les catholiques. En 1236, l'empereur Jean III Doukas Vatatzes tente de récupérer ses terres, mais après avoir perdu cette guerre en 1239, il reconnaît la domination bulgare sur ses territoires. 1240 signe la fin de cette prospérité. Asen meurt avant d'avoir calmé les nouvelles tensions avec ses voisins serbes et d'avoir réglé quelques difficultés internes. En 1241, il mourra en ayant fondé un empire grand, stable et fort. C'était l'apogée de ce deuxième empire. Michel Asen I monte au trône en 1241 et doit faire face à l'armée mongole de Batu Khan. L'Empire de l'Est est instoppable depuis des années, terrassant tous ceux qui ne se plient pas à leur pouvoir. Les Russes de Kiev en sont atteints de cette destruction, tout comme la Bulgarie de la Volga. Ah oui, c'est vrai. On en reparlera plus tard, vous inquiétez pas. Les règnes mongols dévastateurs obligent Michel à demander la paix et doit se contenter de payer un tribut à la Horde. Après ces raids, l'Empire bulgare était devenu très instable et Michel tente de s'en occuper. Mais au sud, Jean III revient pour reprendre ses terres et arrive à faire perdre au tsar plusieurs villes importantes comme Thessalonique. En 1247, Michel tente même de s'allier avec l'Empire latin d'Orient, mais cette alliance ne permettra pas à la Bulgarie de se sauver des Serbes qui lancent une invasion sous le règne d'Étienne Uroš Ier. Il annexe des parties de la Macédoine et de la Pomoravie. 1254 signe la mort de l'empereur byzantin, et Michel en profite pour reprendre ce qu'il a perdu. Même s'il arrive à les occuper durant quelques temps, l'Empire riposte et Michel est forcé d'abandonner leurs gains. Il meurt en 1256, 2 années plus tard assassiné par un complot boyard. La Bulgarie dans une instabilité quasiment insurmontable à ce moment-là, en la période d'un seul règne. Il faudra un miracle pour redonner vie à l'Empire. Une année s'est passée sans tsar en Bulgarie et la noblesse décide de mettre au pouvoir Constantin Tic. Ce sera le dernier clou du cercueil. Je vais être assez bref sur son règne, mais il faut comprendre que sa situation est extrêmement délicate et qu'à ce moment, l'Empire dégringolait déjà très rapidement. Tic tentera de se défendre contre la Hongrie de Béla IV, tout comme la Byzance de Michel VIII, paléologue, mais en vain. Plusieurs pertes territoriales sont infligées aux Bulgares.
Le tribut annuel de l'Ordre d'Or détruit complètement l'économie du tsar et des révoltes deviennent intraitables. Constantin Tic se fera finalement assassiner en 1277 par Ivalio avec sa révolte paysanne. Il va s'emparer de son trône dans le processus. Ivailo est un paysan qui est devenu tsar grâce à cette révolte, et il est accueilli avec l'invasion de l'Horde mongole au nord et celle de Byzance au sud. Il réussit à se battre sur les deux fronts et à vaincre plusieurs de ses armées. Michel VIII tente de mettre Ivan Hassen III sur le trône pour dégager Ivailo et de faire de la Bulgarie son vassal. Mais le tsar revient de ses batailles au nord pour assiéger Tarnovo et Hassen III fuit en Byzance. Ce sont les boyards qui auront raison de lui. Il se fait trahir par ceux qui l'ont aidé à s'installer en tant que tsar et doit fuir vers l'Ordre d'Or du Khan Nogai. Les Byzantins arrivent finalement à influencer le Khan dans l'espoir qu'il voit Ivailo comme une menace et un fardeau. 1280 marque l'assassinat du tsar, la noblesse le remplace par Gueorgui Terter Ier. Sauf que rendu là, il n'y avait plus d'empire en fait. Gueorgui Terter Ier et le reste de ses successeurs seront sous domination mongole, et ils doivent sans cesse négocier afin de garder une place bulgare au trône de Tarnovo. Surtout que le territoire n'est plus rien qu'il n'était. L'Empire romain, la Serbie, la Hongrie et l'Empire mongol ont tous profité du chaos pour s'étendre sur les territoires bulgares. De 1280 à 1323 est une période où les tsars bulgares sont faibles et n'arrivent à rien. Michel III Tchitchman arrive au pouvoir en 1323 et tente de redonner la gloire aux Bulgares, mais échoue, et se fait tuer dans la bataille de Velbaj contre la Serbie. Après sa mort, Ivan Alexandre qui réussit à pousser Byzance et la Hongrie, mais n'arrive pas à résoudre les conflits internes du royaume et la guerre civile éclate. 1396 fait apparaître de nulle part une menace imprédictible en Anatolie, les Ottomans. Après avoir atteint les Balkans, Bazaïd Ier capture Tarnovo après un long siège. Encore une fois, la Bulgarie restera dans le silence et rien ne semble pouvoir arranger ça de sitôt. Mais attendez une minute. Les Russes de Kiev en sont atteints de cette destruction, tout comme la Bulgarie de la Volga. Kotrag ira au long de la rivière de la Volga. Ça, c'est ce que j'ai dit il y a 30 minutes. Et en fait, Kotrag aussi a sa part dans l'histoire de la Bulgarie. Après la chute de la Grande Bulgarie, Kotrag s'éloigne des Byzantins et des Khazars et fonde son propre royaume. Le Khan entre rapidement en contact avec les tribus locales turco-mongoles et finno-ougriens. Il commence à établir une organisation militaire et étend son contrôle sur ces tribus. Il arrive à consolider son nouveau territoire et établit des routes commerciales avec la Scandinavie et l'Asie centrale. Il garde une distance avec les Khazars, mais se permet de commercer avec eux lorsque les relations diplomatiques entre les deux sont bonnes. Si son règne est peu documenté, il est certain que Kotrag ait créé de bonnes bases pour un royaume stable et prospère. Il meurt dans le calme vers l'année 700, mais laisse un avenir clair pour ses successeurs. D'ailleurs, ses successeurs nous sont complètement inconnus. Si on estime que la lignée de Kotrag continue à diriger ce peuple, on n'arrive pas à mettre le doigt sur qui dirigeait le pays quand. Ce qui est sûr, c'est que la Bulgarie de la Volga était un réel centre commercial entre l'Europe, l'Asie et même le monde musulman. Il marchande avec les Varegs, les Arabes et les peuples turcs. 720 marque une résistance féroce envers l'influence khazare qui a atteint son apogée. La Bulgarie de Kotrag arrive à se renforcer et à se distinguer de celle de son père et de son frère Asparou. 10 ans plus tard, la cité Bolgar devient la capitale de ce royaume et des fusions culturelles auraient eu lieu avec les Finnois et les Turcs, créant une nouvelle identité culturelle sur le long de la Volga. Les Khazars, avec les années qui passent, deviennent vulnérables, notamment avec la montée en puissance des Omeyyades et des Slaves, mais le royaume décide de rester passif et continue de se construire une autonomie puissante. On fait un bond en 850 pour témoigner de l'affirmation de la Bulgarie de la Volga avec son voisin khazar. Des affrontements ont lieu et les Khazars n'arrivent pas à supporter la pression de tous ses voisins. Le contact avec le monde musulman se renforce encore plus chez le royaume de la Volga et 922 sera l'âge d'or du pays. Sous le règne d'Almouch, c'est l'islam qui devient la religion d'État et Bolgar prospère avec ses centres d'éducation importants et ses centres d'artisanat. Ils entretiennent de très bonnes relations avec les Russes de Kiev. D'ailleurs, la conversion à l'islam des Russes n'était pas impossible, mais les années passent et un envahisseur qui n'a rien à voir avec les anciens Khazars naît. Les Mongols ravagent la Volga. Ils se sont défendus comme ils le pouvaient, mais l'identité bulgare se dissipe petit à petit avec le temps. Et on n'entendra plus parler des Bulgares de Kotrag après les conquêtes russes de la Sibérie. Ce qu'on peut retenir, c'est que la Bulgarie de la Volga était un royaume surtout commercial.
Il n'avait peu de rivaux, et ça a permis au royaume de rester assez longtemps avant l'invasion inattendue des Mongols. Les Bulgares du Danube avaient conscience de l'existence du royaume, surtout lors de sa conversion au sunnisme, mais l'écart aberrant entre les deux Bulgaries empêchait tout contact direct. Mais ça reste intéressant de savoir que deux États presque identiques dans la culture et existaient en même temps sur deux points différents de la carte. L'Empire ottoman tient tête dans les Balkans et ses frontières sont à perte de vue au 19e siècle. Aucun Slave ne souhaite être sous l'influence ottomane, mais comment pouvait-il se soulever contre cet empire autoritaire et puissant? Une montée de désir de liberté atteint la Bulgarie et ils vont tout faire pour y arriver. 1850 voit une grande révolte paysanne à Vidin, mais elle se fait taire par les forces du sultan. 1867 aussi, une insurrection armée est menée par Stéphane Karadza et Hadji Dimitar, mais est aussi violemment écrasée. Presque 10 ans plus tard, la population bulgare se soulève, mais les Ottomans en ont assez, et environ 65 000 Bulgares mourront. Ce soulèvement a été assez fort pour arriver aux oreilles de l'Empire russe, et en 1877, c'est la guerre. Les Russes se battront pour aider leurs cousins slaves, et inversement aussi. La bataille de Stara Zagora se voit être une victoire ottomane, mais celle de Shipka sera décisive pour les forces slaves. Les Russes sortent vainqueurs de cette guerre et le traité de San Stefano est signé. Les Balkans sont de nouveau indépendants. La Serbie, le Monténégro, la Roumanie et la Bulgarie reviennent des États indépendants. Seulement 2 mois plus tard, le traité de Berlin rectifie ce traité et la Bulgarie reste vassale des Ottomans. Ils ont une liberté religieuse et autonome mais sont encore attachés à l'Empire. L'Empire ottoman reste fébrile après cette guerre, et les révolutionnaires bulgares arrivent à faire signer l'unification de la Roumélie orientale en 1885. Mais ça ne plaît pas à tout le monde, et la Serbie voit cette unification comme une menace pour leur place dans les Balkans. Milan Ier déclare la guerre à la Bulgarie et c'est le début du conflit serbo-bulgare. Les forces armées des deux pays sont quasiment égales. Les Serbes rassemblent une armée de 60 000 soldats et les Bulgares 50 000. Sauf que les Bulgares gagnent cette guerre, et cette victoire réaffirme leur indépendance. 2 années plus tard, Ferdinand Ier devient le prince de Bulgarie après un coup d'état peut-être orchestré par les Russes. Le prince serre les mains des Russes et continue d'entretenir d'excellentes relations avec l'Empire. Et finalement, 1908 arrive et Ferdinand Ier proclame l'indépendance de la Bulgarie. Les liens avec l'Empire ottoman sont rompus une bonne fois pour toutes. Le nouveau tsar obtient le surnom de roi des Bulgares après cette déclaration, et tout semblait bien aller pour le nouvel État indépendant. 3 ans de paix ont amplement suffi au pays pour retourner se battre et cette fois-ci, c'est aux côtés de ses voisins serbes. La Ligue balkanique prend forme avec la Serbie, la Grèce et le Monténégro en 1911, avec comme plan de chasser les Ottomans de leur péninsule. La guerre des Balkans éclate en 1912 et l'Empire ottoman subit de lourdes défaites. La guerre ne dure environ qu'1 année et la Ligue balkanique remporte haut la main. Les territoires sont partagés, mais une nation n'est pas satisfaite. Cette fois-ci, c'est la Bulgarie. En 1913, la deuxième guerre des Balkans éclate et c'est la Bulgarie qui attaque ses anciens alliés. La Roumanie et l'Empire ottoman rejoignent le conflit et c'est la Bulgarie qui paye le prix fort. Elle perd beaucoup de territoire et cette erreur laisse le pays dans un énorme regret. Mais on n'a pas le temps de respirer car maintenant c'est la première guerre mondiale qui éclate et la Bulgarie durant la première année décide de rester neutre. La première année seulement, car elle rejoint la Triple Alliance, elle veut se venger contre ses voisins, mais n'arrive pas à mener son offensive et elle subit une lourde défaite. Elle arrive quand même à se défendre très bien contre ses ennemis, surtout durant la bataille assez connue de Doëran. L'armistice de Thessalonique est signé, Ferdinand part et laisse son fils Boris III aux commandes à la fin de la Grande Guerre. Le traité de Neuilly en 1919 coupe encore plus les territoires bulgares et Boris III se fait renverser par le gouvernement d'Alexandre Stambolijski et débute son régime autoritaire 4 ans après le traité. 1934 voit un deuxième coup d'état qui instaure un régime nationaliste proche de l'Allemagne nazie, mais Boris III revient en force et rétablit la monarchie en menant une politique de neutralité. La Seconde Guerre mondiale est aux portes de la Bulgarie et en 1941, elle accepte de rejoindre l'Axe suite aux menaces des Allemands, mais elle refuse de se joindre à la persécution juive. Ce sera d'ailleurs le seul membre de l'Axe à ne pas avoir participé à l'Holocauste. La Bulgarie durant le conflit reste neutre et ne fait qu'occuper la Macédoine de la Yougoslavie et la Thrace grecque seulement après l'invasion de ses alliés allemands.
Maurice III meurt durant une visite chez Hitler et son fils Simeon II devient tsar à 6 ans. 1944 signe l'arrivée des Soviétiques chez les Balkans, et à partir de là, le Parti communiste prend le pouvoir en Bulgarie. Si je suis allé un peu rapidement depuis le début de ce chapitre, je le serai encore plus à partir de maintenant. La vidéo existe seulement pour retrouver les racines du pays et je ne trouve pas que l'histoire moderne de la Bulgarie se démarque de son passé médiéval. Bref, le régime communiste dure jusqu'au bout, et durant cette période, le pays se porte mal. La Bulgarie était encore enchaînée et cette fois-ci sous l'influence soviétique, et elle obéit bien. En 1956, Todor Zhivkov sera le dictateur du pays pour 30 ans, mais n'est pas aussi autoritaire que son régime, et fait de son mieux pour pouvoir satisfaire sa population en n'écoutant pas totalement à la lettre ce que le parti veut mettre en place. Une crise économique finit par faire rage, et de plus en plus de citoyens contestent le régime dans les années 80. Finalement, le mur de Berlin tombe et Zhivkov abandonne ses fonctions. Après la chute du gouvernement communiste, le pays aura le mérite de détenir le record de la plus grande population ayant quitté le pays en si peu de temps. La Bulgarie devient démocratique, rejoint l'OTAN et l'Union européenne dans les années 2000 et maintenant, elle tente de gérer une économie en difficulté en même temps de régler ses problèmes de corruption. Maintenant qu'on connaît son histoire et qu'on regarde à quoi ressemble le pays aujourd'hui, c'est réellement disproportionné. Et on peut se poser un tas de questions sur son passé. Est-ce que c'est une nation qui a seulement trouvé le mauvais endroit pour se développer? Est-ce qu'une coexistence avec Byzance était réaliste? Peut-être que la Bulgarie était réellement menaçante pour l'Europe et mérite d'avoir été en guerre pour la quasi-totalité de son existence. On ne le saura jamais, mais c'est ça qui est beau avec l'histoire. J'espère que la vidéo vous a plu et pointez-moi par pitié les erreurs que j'ai faites dans celle-ci. C'est une histoire assez peu documentée, mais je vais laisser toutes mes sources que j'ai utilisées pour la rédaction de cette vidéo dans la description. Merci à vous si vous êtes encore là après environ 40 minutes de moi qui parle sans cesse. Je compte faire une prochaine vidéo sur un pays assez similaire, mais en même temps qui n'a aucun lien avec la Bulgarie. Mais donnez-moi votre avis sur cette vidéo pour que je puisse en faire une meilleure. Merci encore et on se retrouve pour la prochaine vidéo. C'était Azarim, au revoir.